On est tout bon. On est tout bon? Bon, allez, c'est parti. Bon, salut Vincent, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. On a échangé un petit peu WhatsApp, LinkedIn, ça fait un moment qu'on se tourne autour. Yes. Pour les premiers, pour ceux qui nous rejoignent et qui regardent ce live, pour info, on a déjà essayé de le tourner une première fois, mais ça a capoté. Un souci On- d'enregistrement, mais donc on se redonne une deuxième chance. Et Ouais, c'est gentil à toi. ça fait très plaisir, Lucas. Et puis ouais, on a trouvé du temps en août. Donc voilà, c'est un peu plus creux, entre guillemets, même s'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Mais écoute, c'est avec plaisir. Ouais, tu me disais que tu charbonnais, pour le moment pas de congé, mais en tout cas des beaux projets et j'espère pour vous. Et bon, on va revenir dessus de toute façon. Quand je vous ai invité avec Antoine la première fois, c'est parce que je suivais votre contenu depuis un petit moment avec le tien, votre newsletter, votre contenu sur LinkedIn, et donc j'étais content d'approfondir certains sujets en ce moment, notamment dans un contexte où tout le monde prend un peu la parole sur tout et son contraire. Et du coup, j'étais voilà, notamment content de vous avoir sur des sujets autour de ce que vous voyez comme impact de l'IA autour de Ouais. la prospection. Et du coup, vous, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te représenter ce que vous faites avec Antoine chez Upscale et puis déjà commencer par ça pour ceux qui ne vous connaissent pas. Yes. Ben écoute, moi, ça fait 2 ans, enfin, en tout cas, avec Antoine, qu'on a lancé Upscale. Pardon. Et le but, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une agence de prospection. Et en fait, du coup, nous, on va générer des rendez-vous ben, pour nos clients. Et principalement, on va l'activer via trois leviers. L'outbound, l'inbound et le CRM. L'outbound, c'est quand on va prospecter vraiment de zéro. Donc, on va aller générer des leads via du mailing, du call calling ou même du LinkedIn. L'inbound, c'est quand on va plutôt via le contenu, en faisant des posts LinkedIn, mais aussi en les poussant via de l'ADS. Et une fois qu'en fait, tu as généré des leads avec de l'outbound et de l'inbound, on vient aussi structurer toute cette data via le CRM. Et donc, voilà dans les grandes lignes ce qu'on fait depuis 2 ans. Ok, donc vous êtes un peu diversifié historiquement, vous faisiez beaucoup d'outbound, c'est ça? Et puis après, progressivement, vous avez vu que c'était nécessaire d'ajouter différentes palettes à votre arc, j'allais dire, mais c'est pas de rien ça. Non, mais en gros, 80% de nos prestats au début, pour être transparent, c'est de l'outbound parce que ce qu'on veut, c'est aller générer un maximum de ROI pour nos clients. Donc c'est un des moyens les plus, tu vois, l'inbound, enfin, c'est pas vraiment de l'inbound, mais quand tu vas faire de l'AD, tu vas dépenser. Le CRM, il faut déjà avoir pas mal de data. Et donc, si tu l'as pas, vaut mieux partir des euros au début avec de l'outbound pour aller générer des leads, des rendez-vous. Et une fois que tu as cette data-là, là, on va un peu plus loin pour justement aller faire ce qu'on appelle un peu du RevOps, venir aller huiler tous les process et mettre en place, par exemple, des automatisations ou un CRM. Mais voilà, 80% de nos prestations, c'est plutôt lié sur l'outbound. Ok, donc avoir un impact rapide, quoi, en tout cas, avec la génération de leads et ensuite venir rajouter des briques par-dessus. Très clair. Et vous bossez pour quel type de client aujourd'hui principalement? Quel type en termes de maturité vis-à-vis de la prospection, taille de boîte, secteur d'activité, vous avez des spécificités particulières? En général, on a travaillé avec de la TPE, PME, scale-up, mais ça peut être des boîtes qui n'ont pas mis encore des process, qui font tout à la main, mais ça peut être aussi des boîtes qui doivent alimenter une dizaine, vingtaine de commerciaux parce que c'est pas le même travail. Mais voilà, en tout cas, faire du mailing, c'est plus trop, enfin, c'est pas juste envoyer un mail, c'est aussi beaucoup d'itérations. Donc, on accompagne toutes celles qui peut-être aussi auraient essayé de faire du mail, n'aient pas eu de résultats et qui n'ont pas le temps de le faire. Donc voilà, après, en termes de secteur, on n'a pas une prédilection à du service, du SaaS. Franchement, on a accompagné tout type de boîte. Ok, ok. Bon, ça nous donne une palette en tout cas de ce que vous faites et ce que vous allez faire et pour quel type de client. Et puis après, l'idée, c'est surtout de rentrer un peu dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est globalement, en fait, quand je vous contacte, moi, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui se crée autour de l'IA aujourd'hui, l'impact sur la prospection. On voit des promesses folles sur LinkedIn, sur voilà, la prise de rendez-vous en automatique, des volumes conséquents. On parle de 20 rendez-vous par semaine en automatique avec voilà, quelques hacks magiques. Et du coup, moi, j'aime bien aller discuter avec ceux qui sont au quotidien sur des sujets de prospection. Et souvent, c'est des agences, des experts ou alors des personnes en charge de ces sujets dans les boîtes directement depuis un paquet de temps et qui ont vu l'évolution de la prospection depuis nombreuses années, depuis quelques années. Ouais, J'allais dire, si je peux me permettre, moi, un petit disclaimer, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, mais je veux vraiment le répéter. Moi, je pense que je suis pas trop de cette team à vouloir, voilà, le lead magnet, à dire comment faire 100 rendez-vous par semaine. On l'a déjà fait pour des clients, c'est possible. Si tu as vraiment un product market fit, évidemment qu'il y a des boîtes où tu as des super résultats, mais
dans le concret, j'ai parlé à tous nos confrères de l'Outbound, j'ai lancé des centaines de campagnes pour des clients. C'est dur, c'est possible, mais moi, je suis plutôt de la team à dire que là où on pense que la barrière à l'entrée, elle devient de plus en plus c'est vrai, hein, elle devient de plus en plus simple parce que les outils nous permettent d'aller de plus en plus loin, d'être beaucoup plus rapide. Mais moi, en fait, je pense que la barrière, en fait, du coup, au final, la barrière à l'entrée devient de plus en plus dure parce qu'il y a tellement d'acteurs et de concurrents, on est tellement immergé de mails que, en fait, faire les choses bien, mais maintenant, ça prend du temps, ou alors c'est plus juste envoyer un mail, il faut faire attention à la délivrabilité. Enfin, il y a tellement de sujets maintenant qui sont, je trouve, devenus de plus en plus techniques. Donc voilà, petit disclaimer, forcément on va parler des agents, de tout ce qu'on peut faire avec l'IA, mais pour moi voilà, on est encore très très loin de remplacer les sales et c'est dur de faire les choses bien. Donc mais on va en parler, mais voilà. Ah ouais, non, mais canon. Bah, donc, directement d'entrée, tu dis pas que c'est impossible, tu dis qu'il y a des cas très spécifiques sur lesquels potentiellement, s'il y a un product market fit de fou, il y a des possibilités d'avoir des résultats exceptionnels, mais qui sont moins liés on va dire, à la techno, justement au produit et à la tendance du marché, si je comprends bien. Ce qui n'est pas le cas pour l'immense majorité des boîtes aujourd'hui qui n'ont pas ce niveau de traction-là, par exemple, aujourd'hui. Sur lesquels, du coup, c'est. Ouais. Moi, je pars aussi du principe que quand tu fais de la prospection, quand tu passes par une agence ou que tu le fais bien, on va être un peu un accélérateur de ce qui marche déjà plus ou moins bien chez toi. Si tu as une offre canon, forcément, donc si tu as un product market fit, ben, entre guillemets, ça va pas être très compliqué pour nous, on va juste l'accélérer. Mais par contre, ce que je voulais dire dans mon warning, c'est que c'est pas parce que tu travailles avec les meilleurs de la prospection, c'est pas parce que tu as la meilleure infrastructure, les itérations sur le copywriting, etc. C'est toujours la même chose. Si tu n'as pas un bon produit, une bonne promesse, une bonne offre, marketing, ce que tu veux, tu ne pourras pas faire des miracles. Et parfois, en fait, avant de trouver en fait, ce qui marche, il faut faire beaucoup d'itérations. Et on va y venir peut-être après dans le détail, mais quand tu fais de la prospection, tu vas tester des secteurs, ce qu'on appelle ICP, tu vas tester des personas, le type de personnes que tu vas cibler dans les boîtes, voilà. Et après, tu vas leur proposer, leur soumettre en fait des USP, c'est en fait ta solution numéro 1, 2, 3. Et en fait, rien qu'avec ces 3 variables, déjà, tu peux faire des itérations, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'itérations, et sans parler après de tout ce qui est les signaux d'achat, les types de campagnes un peu annexes que tu peux lancer. Et en fait, quand tu lances de la prospection, en général, tu ne sais pas trop ce qui marche. C'est un peu comme un laboratoire de test. Et donc, c'est pour ça que je dis que voilà, ça marche, mais ça demande. Tu ne peux pas tomber parfois sur la bonne formule, entre guillemets, dès le début. Tout Et de c'est pour suite, ça ouais. que je dis que ça demande voilà, pas mal de temps et que ce n'est pas si facile que ça, malgré. C'est pour ça qu'un peu le sujet de tu as un outil IA, tu as un agent IA qui va faire en fait toute cette démarche pour toi et c'est bon. Je dis pas que ça marche pas, mais en fait, il faut tester peut-être avec l'agent IA une campagne, mais il y a peut-être aussi de grandes chances que ça va pas marcher. Itération numéro 2, numéro 3, etc. Je vais un peu au basique avant de parler Bien sûr. de l'IA. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, peut-être pour aussi revenir un petit peu sur toi, tu as vu la manière dont la prospection a évolué depuis quelques années. Je pense que c'est important pour certaines personnes aussi de comprendre par quoi on est passé depuis 5, 7 ans, voire presque 10 ans, pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et du coup, où est-ce que l'IA a de l'impact, où est-ce que ça en a pas. Détricoter un peu tout ça. Toi, tu peux peut-être revenir très rapidement là-dessus. On en a un peu Ouais, parlé la ouais. dernière fois, mais donc, ouais, typiquement depuis 10 ans, il y a eu plein de choses qui se sont passées et tu as vu ça passer. En gros, il y a eu un peu avant et après 2020. On va dire avant 2020. En fait, je crois, je suis pas exactement sûr, mais dans ma mémoire, tous les outils d'outreach qu'on connaît bien, la grosse machine, l'Emlist, etc., c'était un peu l'après Covid ou 2020. Ce qui fait qu'avant, il y a encore, je sais pas trop, mais avant, en gros, c'était entre guillemets très manuel le call mailing. Il n'y avait pas vraiment d'outils. Les gens faisaient même parfois du call mailing sur les Mailchimp, tu sais, les outils un peu de newsletter. C'était du coup très très technique parce que juste pour paramétrer bien des adresses email, c'était super long. Mais du coup, en fait, il y avait énormément de réponses. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'était limite un peu facile avant parce que moi, dans mes anciens business, je ciblais des artisans boulangers où tu te dis pas du tout digital. J'ai eu plus de 600 clients artisans boulangers juste via du mailing. Donc, c'était sympa cette époque-là. Et en fait, avec le temps, la barrière à l'entrée a diminué en termes d'outillage et en fait, du coup, la demande en tout cas, le mailing s'est multiplié, c'est pour ça que c'est de plus en plus dur. Et donc, on va dire avant 2020, très facile, entre guillemets, mais technique. 2020-2022, c'était les explosions des outils Lemlist, Wallaxy, etc. Tout le monde commence à faire du mail. 2023-2024, du coup, pour durcir un peu tout ça, on commence à avoir les restrictions
anti-spam, Google, Microsoft qui changent. Et là, il fallait commencer à vraiment se mettre au niveau et tu peux plus balancer 500 Gmail, inbox, mail par inbox, excuse-moi. Et puis là, depuis 2005-2026, l'IA a changé tout sur la personnalisation, la qualification, tout ce que tu peux faire. Mais du coup, comme tout le monde l'utilise, c'est de plus en plus dur de se démarquer. Et donc, voilà un peu les grandes étapes. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais je dirais que Si, c'est ça. très clair. Ouais. C'est très clair. Donc, beaucoup de choses techniques, mais du coup, avec un impact fort, parce que barrière à l'entrée importante, peu de démocratisation. Progressivement, ça s'est démocratisé, mais donc, il a fallu faire les choses un peu mieux que tout le monde pour réussir. Et là, globalement, avec l'IA, c'est encore plus accessible. On peut personnaliser davantage les choses, etc. Mais comme tout outil, on va dire, seuls les meilleurs se démarquent aujourd'hui de la masse Ouais. qui peut déployer des campagnes en quelques clics, quoi, grosso modo. Surtout si moi, un petit conseil que je donne, si vous avez un petit marché, parce qu'en fait, vous pouvez tous aller tester des agents IA ou en tout cas vite scraper, lancer. Mais si vous n'avez pas la technique ou la stratégie d'itération, en tout cas, vous pouvez le faire, mais faites attention dans le sens où vous allez peut-être cramer votre marché. C'est-à-dire qu'il y a des business où ils n'ont que 2, 3, 5, allez, 10 000 boîtes, c'est pas énorme. Hein. Et si tu commences à balancer tes agents IA qui vont faire des copywriting un peu border, après, tu as juste cramé ton marché. Donc, c'est pour ça que je disais que pour moi, la barrière à l'entrée, elle est même encore plus compliquée dans le sens où, en fait, la barrière technologique a baissé, trop facile de lancer, mais la barrière vraiment technique d'être hyper pertinent et d'avoir la bonne personne est plus complexe parce que plus de monde sur le marché. Donc, Ouais. voilà, Ou juste alors, il faut éviter. avoir une promesse, en tout cas un produit canon, une promesse super forte, être très très Oui, bon dans son parce ciblage, que etc. Ouais. c'est vrai que c'est toujours la même chose. Tu as beau avoir le pire copywriting du monde, si tu dis, voilà, je te propose de gagner X, enfin bref, un truc qui répond vraiment à un besoin, c'est toujours la même chose, ça Ouais. répondra. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, ça parle de là. Bah, du coup, ça fait le lien avec peut-être toi, si tu aujourd'hui, quand vous commencez à bosser avec un client, ou globalement, si tu dois lancer des campagnes de prospection ou recommander à quelqu'un de lancer des campagnes de prospection, quelles sont les grandes étapes aujourd'hui de déploiement d'une campagne et où est-ce que tu as vu, peut-être, si tu peux faire un avant-après, où est-ce que l'IA a vraiment changé les choses dans votre quotidien? Spoiler, probablement un peu partout, mais où est-ce que toi, tu vois les gros changements? Ouais, tu peux me détailler ça un peu en détail? Ouais. Déjà, juste petit raccourci, pour moi, l'IA, en fait, enfin, le champ des possibilités, c'est toujours les mêmes, c'est juste que la finalité, c'est qu'en fait, tu vas juste beaucoup plus vite. Là où, en fait, tu pouvais, en fait, entre guillemets, lancer exactement les mêmes. Enfin, voilà, le mail d'il y a 10 ans ou un mail aujourd'hui, c'est toujours un mail envoyé, c'est à peu près la même structure. La grande différence, hein, c'est qu'en fait, tu peux aller beaucoup plus vite et aussi faire de la personnalisation at scale. Mais dans les grandes étapes, pour moi, il y en a quatre. C'est l'audit. Euh, audit, 2, infrastructure, 3, base de données, 4, le copywriting. Et en gros, c'est quoi? C'est l'audit. Alors, et après, je vais te le faire un peu de où est-ce que l'IA peut t'aider, mais déjà, c'est de se poser les bonnes questions. Tu vois, pendant l'audit, quel ICP, quel personnage je vais. En fait, c'est de poser les questions, quelle campagne je vais créer qui aura le plus d'impact. Là, l'IA, elle peut t'aider, mais normalement, c'est toi qui connais ton business. Donc, OK, tu peux t'amuser avec Claude, faire des allers-retours, mais pour trouver peut-être un persona que tu n'aurais pas trouvé. Mais globalement, normalement, tu connais. Après, les questions à se poser pendant l'audit, c'est quel type de campagne tu vas lancer? Ça va déterminer la suite de quel type de base de données tu vas devoir scraper. Typiquement, est-ce que tu vas lancer des campagnes LinkedIn pour tes premières relations? C'est pas pareil de scraper tes premières relations que de scraper peut-être une base en partant de zéro. Est-ce que tu as envie d'aller voler des audiences sur LinkedIn, une page abonnée, des interactions LinkedIn, etc. Là, ça va être encore une fois, ça va être des autres outils. J'en parlerai après des outils. Est-ce que tu as envie juste de faire une campagne ICP persona ou mettre des intents parce que dans tes campagnes? Et donc, déjà, juste là, au début, pour moi, tu n'as pas trop besoin d'audit, mais juste de la compréhension de qu'est-ce que tu veux lancer comme campagne et au moins mettre ta campagne 1, 2, 3, 4 et les mettre par priorité. Et voilà, le premier socle audit, il est validé. Ensuite, l'infrastructure, avant du coup de faire les bases de données, il faut créer une infrastructure qui permet d'envoyer des mails et de ne pas tomber dans les spams. Donc là, bon, je ne vais peut-être pas faire un cours sur l'infrastructure, mais tu dois acheter plusieurs noms de domaine et tu dois acheter 2 ou 3 inbox par nom de domaine. Tu ne dois pas faire max de 20 à 30 emails, allez, 25 emails par inbox. Et là, le grand changement, c'est que tu as des outils comme Mailpool aujourd'hui qui te permet ou Zapmail, en fait, en 2-3 clics de connecter, de paramétrer toutes tes boîtes mail. Donc, tout est déjà paramétré, les DKIM, les SPF, le démarque. Mais
Il faudra aussi les chauffer. Et en fait, tout ça maintenant, vu que ces outils Mailpool et Zapmail, ils ont pour Zapmail, je ne suis pas sûr, mais pour Mailpool, oui, ils ont développé un MCP où en gros, en fait, tu n'as même plus besoin d'aller sur ces outils et de paramétrer les emails. Tu as juste sur Claude de dire, voilà, crée-moi 2 noms de domaine, crée-moi 3 inbox et envoie-les sur mon outil d'outreach pour ensuite lancer le warm-up. Alors, Ok. ça peut peut-être paraître un peu technique là, parce que si on n'est pas dans la Je vais prospection, résumer pour ceux qui. Moi, je vais faire le novice et je résumerai. ça peut être un peu barbare, mais le sujet, c'est que si tu as bien connecté ton Claude avec l'outil d'infrastructure comme Mailpool, en fait, tu as juste à parler à Claude et dire à chaque fois que tu vas acheter des nouvelles inbox, si pour X raison, il y en a une qui est grillée, qui est tombée en spam, tu as juste à parler en fait à Claude, lui dire rachète-moi un nom de domaine, rachète-moi une inbox dessus et envoie-la sur mon outil d'outreach donc pour envoyer la prospection. Donc, ça, c'est un premier point. Sur la deuxième étape qui est l'infrastructure, en fait, tu vois émerger des outils qui ont des MCP. D'ailleurs, de plus en plus d'outils en ont, sauf les outils vraiment tradis qui évoluent plus. Et ces MCP permettent à des personnes parfois non techniques de gagner énormément de temps dans la mise en place de choses techniques, comme par exemple ton architecture d'email, de création d'inbox, paramétrage de tout ce qui permet de ne pas tomber dans les spams. Donc tu l'as cité, hein, c'est des choses très techniques pour ceux qui ne connaissent pas, mais les DKIM, SPF, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'utilise pas ces outils, ou même, déjà, si on n'utilise pas le MCP, c'est que si demain, tu as acheté parce que tu veux envoyer, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 000 emails par mois, mais plus tu auras un nombre élevé d'inbox, une quinzaine par exemple, plus tu vas devoir te les taper à la main, de les connecter un par un sur les outils d'outreach. Bon, moi, je suis une agence, donc c'est sûr que j'en ai des dizaines et des dizaines à faire par jour, donc c'est utile pour moi. Voilà, si vous êtes juste une entreprise qui prospecte, peut-être que vous n'avez pas besoin d'aller à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que vous avez besoin d'un outil comme Mailpool ou Zapmail, parce que là, si vous devez paramétrer toutes les inbox individuellement, c'est barbare. Tapez SPF, DKIM et démarque sur Google, vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est. Donc, en fait, quand vous achetez une inbox sur ce type d'outil, tout est déjà fait. Ok. Donc, Donc ça, c'est pour l'étape 2, effectivement. Ouais. voilà, étape 2. Désolé, un peu longue sur Ah non, celle-là. t'inquiète, c'est important de rentrer dans le détail. Mais il faut savoir juste l'infrastructure. Si vous ratez cette étape-là, toute la suite, en fait, voilà, tu le sais, ça ne marche pas. Donc, hyper Ouais. important. Étape numéro 3, je dirais que c'est peut-être là où il y a eu la plus grande avancée de l'IA, ou en tout cas la barrière à l'entrée, elle a sauté, c'est créer des bases de données hyper rapidement. À l'époque, on devait prendre un SalesNav en plus de LinkedIn et un Pipecorn ou un outil en fait, qui allait extraire, anciennement Pronto, Pipecorn, mais on allait extraire en fait, scraper la data de Sales Navigator pour ensuite la qualifier, la nettoyer et ensuite les envoyer dans les outils d'outreach. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a des outils, encore une fois, qu'on a juste à connecter en MCP avec Claude, qui, eux, les outils sont déjà connectés à toutes les bases de données publiques. Je pense à un outil qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, c'est très récent, ça s'appelle Basil ou GetSwan. Et tu as Ouais. des outils qui, en fait, voilà, qui te permet juste de prompter et de dire je cible ICP X, persona X, est-ce que tu peux me les scraper? Et en fait, automatiquement, soit, je crois que Ça te même crée une base de Basil, données, c'est ça, hein. ça crée une Donc eux, base ils de sont données, connectés à des outils de base de données, ça te crée une base de données en langage naturel. etc. Exactement, pardon. Et donc, c'est là où, en fait, tout ce sujet qui était un peu technique avant, d'avoir 3, 4, 5 outils pour scraper, enrichir, segmenter, qualifier, l'envoyer dans ton outil. Voilà, aujourd'hui, ça peut se faire très rapidement. Tu m'aurais dit à l'époque aussi, on pourra reparler après des outils, mais il y avait des outils comme Faro qui a été en fait, c'était du pay as you go. Enfin, non, pas As you forcément, go, mais en ouais. gros, en fait, tu avais juste des listes qui étaient déjà faites où tu avais juste à donner aussi tes paramètres comme ça. La seule différence, c'est que Basil, je crois, il se connecte aussi sur du SalesNav. Je ne sais pas si c'est exactement de la source qui est fraîche ou pas, mais en tout cas, voilà, maintenant, tu as des outils qui sont connectés avec des MCP très rapides et donc là, ça te permet de gagner pas mal de temps. Ok. Euh, Après, moi, j'aime bien, mais là, c'est technique parce que c'est une agence comme moi, mais avoir un outil supplémentaire comme clé qui permet en fait de vraiment, tu vois, c'est un peu, encore une fois, segmenter, qualifier, scorer, mais la data pour être encore plus précis, mais ça demande un peu un niveau un peu plus technique et c'est plus cher au niveau de la stack. Mais donc Ok. voilà, je ne sais pas toi ce que tu en penses juste sur les parties de base de données, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, tu as des nouveaux.
je vois de plus en plus de nouveaux outils qui sortent où, voilà, juste connexion MCP, c'est un peu le nouveau mot à la mode, quoi. Ok. Et après, je pense que c'est sur chaque étape, le MCP, on revient. Enfin, voilà, il y a des cas d'usage super intéressants à creuser et ça facilite la technologie, facilite facilement énormément le déploiement de certains cas d'usage. Et donc, sur cette étape 3, je retiens que ça permet de créer des bases de données, en tout cas beaucoup plus simples en langage naturel, quand avant, il fallait savoir gérer des filtres dans des outils divers et variés et que ça pouvait être une vraie galère, quoi, en tout cas. Et C'est ça. du coup, tu me Après, disais 4. Oui, pardon, vas-y si tu veux. juste sur ça, il faut faire attention parce que moi, tu vois, typiquement, j'utilise quand même pas tous ces outils. Je suis encore à l'ancienne avec, par exemple, un SalesNav et Popcorn parce que je sais qu'avec ces outils-là, je suis 100% sûr d'avoir de la donnée fraîche sur LinkedIn. Je sais, par exemple, que j'ai des outils, enfin, comme Pipecorn me permet d'avoir des intents, ce que ne fait pas, par exemple, les outils. Enfin, je ne sais pas à quel point ça a évolué, mais en gros, c'est vraiment si tu veux pas te complexifier la vie, oui, tu peux aller sur des outils Basil, GetSwan, mais quand à la fin, tu vas être le plus propre possible, en général, les Bien sûr. experts n'utilisent pas ces outils-là, quoi. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est que beaucoup d'outils de base de données vont scraper à un instant T une source de données, mais cette base de données doit être mise à jour régulièrement. Potentiellement, elle n'est pas exhaustive aussi, ça dépend voilà, à quel point tu agrèges beaucoup de bases de données. Et donc, on va dire que la base de données qui est en B2B la plus à jour, c'est souvent LinkedIn parce que c'est l'utilisateur qui met à jour sa donnée. Et donc, en tout cas, ça fait partie des bases de données les plus à jour. Et donc, voilà, beaucoup d'outils de base de données ne sont pas toujours à jour parce que pas mis à jour suffisamment régulièrement, VS LinkedIn par exemple, ou d'autres bases de données peut-être publiques, etc. Point important à avoir en tête hein, quand on achète voilà, des bases de données ou qu'on utilise des bases de données, parfois la donnée est outdate et dépassée, quoi. Ok, donc création de la base de données en étape 3 et du coup 4, j'imagine que c'est déploiement de la campagne, analyse, etc. Ouais, dedans, 4, il y a le copywriting, avant juste de push dans l'outil d'outreach. Mais en gros, le copywriting, alors ça peut paraître un peu banal de se dire, oui, j'ai peut-être pas besoin de l'IA pour. Quoique si, hein, on a toujours besoin un peu de nouvelles idées, mais si tu veux envoyer juste un, deux mails, oui, tu n'as peut-être pas besoin de l'IA. Surtout qu'en plus, moi, j'ai plein de règles, on appelle ça les skills de. Encore faut-il avoir les règles de copywriting et savoir comment envoyer un message. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est vraiment quand je l'avais dit au début, la prospection, c'est un laboratoire de test. Si tu fais une campagne, déjà dans une campagne, il y a au moins peut-être 3 emails et 3 messages LinkedIn. Tu vois, pour faire du multicanal, ça fait quand même 6 blocs de rédaction à envoyer. Si tu fais ça sur 4-5 campagnes parce que tu as envie d'itérer avec des angles différents et à aussi avoir de la personnalisation en fonction de tes variables, bon, mais là, en fait, c'est plus un mail que tu dois envoyer, mais tu vois, peut-être une cinquantaine et adapté à chaque cible, à chaque message, à chaque étape. Et donc, c'est là où, en fait, ça devient hyper pertinent. Donc, en général, des agences comme la mienne, où on est structuré, où, entre guillemets, une fois que tu as un bon onboarding, l'ICP, le persona, et que c'est bien structuré, c'est un peu tout te pondre rapidement. Mais la réalité, c'est quand même que tu dois être. Enfin, voilà, il y a toujours une passe manuelle aussi derrière, quoi. Ouais. Moi, à titre personnel, je trouve que le copywriting, c'est presque le truc sur lequel, pour le moment, l'IA, alors ça te permet de créer des variations at scale, etc., mais c'est rarement très abouti, à moins que peut-être, voilà, tu parlais de skills, vous ayez des skills hyper complets. Et donc, c'est Ouais, là où j'ai le plus de regard sur la qualité de ce que ça a produit, quoi, en tout cas. Mais... exactement. Moi, c'est là où j'ai passé le plus de temps parce qu'en fait, je me dis, c'est toujours la même chose. Ça a l'air tellement simple, entre guillemets. Tu te dis, mais euh, tu peux l'automatiser cette tâche-là. En réalité, c'est tellement complexe et j'ai passé des heures et des heures à passer les meilleurs skills en fonction de tous les use cases que j'ai eu, de tous les clients. Et même en faisant le rétro-ingénieur je lui ai envoyé des trentaines de clients que j'ai fait à la main et de me dire, ben, en fonction de ce que j'ai fait à la main, tu analyses. C'est pas, en tout cas, moi, j'ai toujours pas craqué le truc. Et c'est pour ça que c'est vrai que je le fais toujours aussi à la main et que j'aime bien. Par contre, ça m'aide. Les itérations sont beaucoup plus rapides. Je sais exactement quoi lui demander en fonction de quel use case je peux dire d'itérer. Mais par contre, vraiment partir de 0-0 et qu'il te pondent le truc magique et tu n'as rien à faire, à 80% sûr, ça ne marche pas, hein. Ouais, bien sûr, je comprends. Ok, donc les étapes, on les a en tête. Tu as donné des cas d'usage de là où l'IA avait de l'impact ou là où potentiellement ça avait ses limites. Moi, j'ai une question quand même sur tout ça, alors qui est moins liée aux étapes, mais tu as parlé beaucoup de cold email, de parfois multicanal LinkedIn. Il y a une question souvent que se posent, en tout cas les gens avec qui commencent, c'est est-ce que je fais
l'un, l'autre, les deux systématiquement? Est-ce que tu as un canal tu as de préférence de ton côté? Et notamment parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que le cold email, enfin, il faut avoir en tête que les performances ne s'analysent pas de la même manière. Potentiellement, elles n'ont pas le même objectif, cold email vs LinkedIn, et qu'elles n'ont pas la même complexité. Tu vois, tu as parlé de gestion des adresses email vs un compte LinkedIn. Bah, potentiellement, c'est plus simple d'envoyer des messages LinkedIn. Par contre, tu peux moins le passer à l'échelle. Voilà, c'est quoi ton point de vue sur tout ça, quoi, en gros Ok. Déjà, moi, je fais toujours les deux. Et sur les deux, j'ai environ 30% de mes rendez-vous qui tombent via LinkedIn. Donc moi, c'est hyper pertinent et je ne conseillerais pas de l'enlever, surtout que sur un outil comme Lemlist, je crois que c'était 50 euros que du mail et 100 euros pour du multicanal. Donc pour 50 euros de plus, se priver de 30% de résultats, voilà, prenez le multicanal. Donc moi, je le lance toujours. Maintenant, en termes de strat, déjà, ça dépend toujours aussi. Plus vous avez une notoriété, plus vous avez d'abonnés, forcément, plus ça va. Si vous rédigez plusieurs posts par semaine, ça sera encore plus pertinent. Et par rapport à votre cible, si vous prenez l'habitude de soit l'automatiser ou d'ajouter votre cible depuis des années, tout simplement, vous pouvez extraire tous vos premières relations. Et en fait, le gros avantage, c'est que même si tu as 5000 personnes et que tu vas aller dans tes abonnés, que tu vas en prendre que 500, mais ces 500-là, au moins, on va être sûr de leur envoyer. Et contrairement au mail, effectivement, tu es sûr de tomber dans leur inbox. Donc moi, en fait, c'est toujours une des premières campagnes que je fais. Parce qu'en fait, le warm est toujours, ça prend 2-3 semaines de chauffer des adresses email. Donc, la première campagne que je fais toujours, c'est première relation. Et celle-là, elle commence déjà à te donner des indices sur le copywriting qui marche, les itérations, Ok, etc. ok, Donc, intéressant. ça, moi, j'aime bien faire ça. Après, si tu peux, moi, j'aime bien aussi scraper des pages pro, des pages d'abonnés ou des interactions LinkedIn. Et ça me permet toujours en fait, de continuer d'alimenter le LinkedIn tant que les mails ne sont pas chauffés. Sauf qu'après, il va y avoir une réalité, c'est qu'un compte, c'est à peu près 100 ajouts par semaine maximum. Et que voilà, grosso modo, tu ne pourras pas ajouter plus de 400 personnes par mois. Et c'est pour ça que Ouais. je fais toujours du volume avec une grosse infrastructure mail pour aller toucher 2-3 000 personnes, mais de manière personnalisée et bien. Mais à côté, j'aime bien voilà, avoir mon par compte 400-500 personnes qui sont contactées. Et encore, je dis contactées, mais si tu n'as pas des premières relations, en général, c'est du 20-30%. En fait, ça dépend, il y a plein de choses, mais de taux d'acceptation. Taux d'acceptation. Moi j'ai 50, mais je produis beaucoup de contenu et Alors, donc voilà, ça vient impacter mes taux d'acceptation. Mais ouais. j'allais y venir. Si tu pars de zéro, que tu scrapes des gens au hasard dans ton ICP persona et que tu fais pas attention et que tu vas juste ajouter des gens, tu seras à 15-20%. Pourquoi? Parce que dans ce que tu vas scraper, il y aura potentiellement des gens qui ont moins de 500 relations, qui vont jamais sur LinkedIn. Tu as peut-être des gens, enfin, en tout cas, à l'inverse, comment augmenter en tout cas tes taux? C'est soit tu vas aller scraper des vues de profil, soit tu vas aller scraper les personnes qui ont récemment posté, ou alors moi je vais scraper, comme je t'avais dit, que des gens qui suivent des pages d'abonnés, ça veut dire qu'ils sont actifs. Ils sont Et donc actifs. Ouais. tout ça pour dire que si on fait bien les choses, quand même, tu as au moins 40-50%, enfin au moins. Déjà, ça serait très bien d'ajout. C'est possible, mais il faut juste voilà, penser à la stratégie Ok, ok. Donc ça, c'est un peu dans les étapes, au final, toi, tu as déjà identifié des choses que dans l'audit, que tu mets en place assez rapidement si la personne ne le fait pas déjà, par exemple, parce que tu sais que les quick wins, voilà, les exactement premiers ça. impacts, ils sont là, et tu viens d'en citer quelques-uns. En gros, alors, du coup, quand même, pour répondre à ta question, moi, j'ai quand même plus des retours par mail parce que c'est là où je fais du volume. Ok. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est 30-40% de mes résultats, donc je m'en couperai pas. Et surtout, c'est des retours très. On commence à travailler ensemble, la semaine d'après, tu peux lancer du LinkedIn, quoi. Ok, ok. Bien clair. Et du coup, in fine, donc tu nous as donné 2-3 exemples de là où l'IA avait de l'impact. Tu as parlé d'agent IA. Moi, je suis curieux d'avoir ton retour. Est-ce que déjà, c'est des choses que vous avez mis en place, que tu as testé, que tu as avorté, enfin voilà, où vous en êtes sur ces sujets, à quel point c'est prêt, selon toi, dans ce que tu as testé, c'est abouti? Est-ce qu'il y a des cas d'usage particuliers sur lesquels ça fait sens ou pas sens? C'est quoi ton avis Alors, là-dessus? je vais t'embêter, mais qu'est-ce que tu as. Attends, exactement par agent IA, parce qu'on a la notion de c'est quelqu'un qui. Enfin, c'est quoi? C'est parce que moi, typiquement, j'ai des agents IA qui vont aller scraper pour moi, mais parce que je travaille avec Claude et je lui dis de faire des choses. Mais Hmm. après, tu as des outils que c'est un peu
vraiment 360 où en fait ils font la prospection pour toi. C'est plutôt quoi que tu entends par des agents Alors, moi, je suis curieux de connaître ta définition de l'agent IA. Déjà, si tu en as une, tu vois, qu'est-ce que toi tu considères être un agent, qu'est-ce qui n'en est pas? Moi, je peux te donner mon avis là-dessus aussi, parce que je pense qu'on parle d'agents parfois pour des choses qui n'en sont pas, et donc j'ai une pour idée. moi, de manière vraiment très simple, j'ai l'impression qu'un agent, c'est vraiment, tu vas lui demander une tâche et il va la faire pendant que toi, tu n'as pas à la faire. Il va la faire en fond. Et donc, il va, de manière dynamique, t'alerter ou en tout cas faire des actions pour toi à ta place. C'est ce que j'appelle un Ouais. agent IA. Et après, tu vas le programmer en général depuis ton terminal, cloud ou autre. Mais voilà. Ouais. La promesse, en tout cas, des agents aujourd'hui, tels que en tout cas les outils agentiques les présentent, c'est à la fois ce que tu viens de dire là, mais aussi une notion de de, de, d'amélioration continue par lui-même sur la base de ce qu'il a compris de ce qu'il a fait et de l'objectif que tu lui as donné. Donc typiquement, ça peut être, bon, c'est très bateau ce que je veux dire là, mais prenons cet exemple-là, c'est ton objectif, c'est grâce à de la prospection LinkedIn de générer 20 rendez-vous par mois sur telle cible. Et en fait, si moi, semaine 1, tu en génères 2 et que l'objectif c'est 20 par mois, en fait, tu sais que tu dois tendre vers 4. Et donc l'agent, voilà, de manière théorique, s'améliorerait jusqu'à atteindre cet objectif-là et potentiellement te communiquerait les avancées, etc. Donc Alors, ça, c'est vraiment la vision finale de ce qu'est un agent. Est-ce qu'aujourd'hui on en est là? Voilà, c'est une bonne question. Tu vois, nous on travaille dans ce sens-là sur certaines tâches spécifiques et c'est vers ça qu'on alors, tend. c'est sûr que ça va arriver. Moi, je suis hyper curieux. Si tu as des bons agents IA à me partager, tu me les donnes. Enfin, tu peux en parler. Mais soyons honnêtes, moi, si mon boulot peut être simplifié et que je n'ai pas à faire du copy des bases de données, moi, je vais les utiliser. Et la raison pour laquelle je n'en utilise pas aujourd'hui, c'est que je n'ai pas trouvé les bons. J'en ai testé un peu sur le marché. Ouais. Mais soit en fait, moi, je sais exactement le faire avec mes outils. Donc, je n'ai pas besoin de payer un autre outil. Et en fait, je peux le faire at scale parce que c'est mon expertise et avec des outils plus puissants. Mais encore une fois, je pense que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui a juste à paramétrer en amont pour lancer des campagnes, c'est bien. Mais ce que je disais tout à l'heure, attention à ne pas cramer son tam. Mais de mon côté, moi, expert pour le faire sur du volume et de manière très précise, j'ai pas trouvé. Donc, si tu en as, je suis preneur. Non, du coup, tu as répondu à ma question. C'est globalement, pour le moment, tu n'as pas en tout cas vu quelque chose dans la définition que je t'ai donnée ou que tu as pu, qui soit suffisamment autonome de sorte à ce que voilà, ça roule sans avoir un peu d'expertise et avoir mettre les mains dans le cambouis, quoi, globalement. Ouais, de toute façon, bon, l'idée de dormir est vraiment. Peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, voilà, il faut bosser, quoi. Ouais, carrément. Très clair. Tu as parlé de beaucoup d'outils. Un des sujets qui va revenir souvent aussi, c'est selon ta maturité, selon tes objectifs, selon ton budget. Par quoi commencer? On voit on est un peu sorti de cette mode-là, mais il y a eu une période sur LinkedIn où globalement tous les experts montraient la palette de stacks d'outils disponibles et parfois c'était à celui qui avait le plus d'outils, les plus pointus, etc. Ouais, ouais, je suis On est un d'accord. peu revenu là-dessus, j'ai l'impression, et même voilà, les experts sont moins dans ce outil maxing, tu vois, genre, par rapport à avant. C'est quoi ton avis, toi, sur le sujet pour un débutant slash intermédiaire slash avancé, les différents types d'outils dans les grandes lignes, ceux éventuellement que toi tu peux pas parler des noms, etc., mais surtout déjà de compréhension des catégories d'outils, leur impact, leur coût, et donner voilà des ordres de grandeur de ce que ça peut représenter aussi pour quelqu'un qui ne le sait pas encore. Alors, effectivement, sur LinkedIn, et j'ai peut-être aussi contribué, mais tu sais, on veut toujours faire les meilleurs, pas organigrammes, mais tu vois, tous les meilleurs schémas avec comment tu penses, avec quels sont tous les outils, en fait, de montrer qu'il y a une énorme machine. Bon, déjà, la réalité, c'est qu'on n'a pas tous besoin de ça, que ça coûte cher. Je vais te faire un peu les niveaux débutants, intermédiaires, tu vois, avancés, mais vaut mieux, dans tous les cas, avoir une petite stack qui marche que d'acheter la Rolls, mais qui n'avance pas, tu vois. Donc, le mieux, si vous êtes débutant, et encore, je dis débutant, mais c'est pas parce qu'on est débutant qu'on peut pas générer x15 en ROI. C'est vraiment en termes de vraiment, tu vas le voir de ce que tu peux faire qui est plus poussé, mais même à 100 euros par mois, avec un Lemlist où tu as à 100 euros par mois mail et LinkedIn, sachant qu'en plus maintenant, ils ont vraiment fait un tout en un. Ils ont fait, tu peux acheter l'infrastructure dessus, tu peux acheter tu peux maintenant le connecter au MCP de Cloud, donc tu peux même lui dire fais-moi mes bases données, mes séquences, etc.
Mais ça reste, c'est comme toutes les IA aujourd'hui, ça reste le début et c'est pas, voilà, je dis pas que c'est pas le plus quali, mais en tout cas en termes d'outils d'outreach pour créer des bases de données et envoyer 360 pour 100 € par mois, déjà vous pouvez Ouais. commencer à Donc, un prospecter. outil complet quand tu commences, Lemlist, Jova ou etc. C'est des outils, tu peux démarrer avec ça globalement pour mettre en place ta séquence, enfin ta base de données, ta séquence, ton enrichissement. C'est parti, ça te met un pied à l'étrier, quoi, globalement. Exactement. Donc ça, c'est 100 euros. Ensuite, moi, la stack que je préfère, qui a intermédiaire 350 € par mois, c'est d'aller faire ses bases avec du LinkedIn Sales Nav. Donc, obligé, c'est l'abonnement, c'est 100 euros. Et après, un outil comme Pipecorn, où en fait, tu peux aller scraper ces bases, enrichir. Et après, il y a aussi beaucoup d'intent que tu peux traquer sur les offres d'emploi. Tu peux aller scraper des interactions LinkedIn. Tu peux faire plein de choses. Donc, Pipecorn sur ça, Lemlist toujours pour l'outil pour envoyer, et Mailpool que je te parlais pour l'infrastructure. Donc, on a vraiment L'infrastructure voilà, email. ce combo-là. Et on va dire, si tu veux vraiment rajouter pour de l'automatisation, parce que derrière, tu veux vraiment, c'est ce que je disais, pour segmenter tes bases avec de l'IA et aller beaucoup plus loin, avoir des outils comme Clé. Et là, bon, Clé, ça va rajouter 300-400 € à la stack. Mais tu vois, moi, ça me sert vraiment parce que je dois gérer, tu vois, des dizaines de clients et en fait, c'est tout centralisé. Je peux envoyer sur plein d'outils d'outreach en même temps, etc. Franchement, déjà, honnêtement, même entre 100 et 300 €, vous avez déjà enfin, ce qui va vraiment vous prendre du temps, c'est toujours la même chose. C'est les itérations que vous allez vouloir faire sur le nombre de campagnes. Mais après, juste déjà avec 300 € par mois, ça suffit. Ok, donc globalement, tu débutes 100 balles par mois. Après, bon, potentiellement, si tu es multi-user, etc., ça peut monter à un peu plus, mais globalement, 100 à 300 € par mois, tu as déjà une stack outil qui est fonctionnelle et qui te permet de démarrer en prospection. Globalement, un peu plus si tu veux aller t'outiller d'un outil comme Pronto, voire Clé, qui est encore un outil plus onéreux. Tu disais environ 400 € par mois qui permet de créer des bases de données encore plus avancées. Et après, la dernière fois qu'on en avait parlé, on voit parler des outils de Clé, on peut en faire partie, mais de signaux encore plus avancés, etc. Et selon la taille de ton équipe, etc., tu peux monter à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros annuels. Bon, là, globalement, voilà, faut avoir en tête qu'il y a des équipes qui mettent des milliers, dizaines de milliers d'euros annuels sur des stacks outils, voire En plus. fait, ce qui coûte très cher, c'est aussi la data que tu vas obtenir. Quand tu ne peux pas te permettre juste de faire de l'ICP persona, tu dois aller, enfin, en tout cas, quand tu veux avoir un peu plus de détails, tu as envie d'aller chercher des signaux d'achat, mais qui parfois, aller voir les job titles, c'est peut-être un outil en plus. Peut-être aller, tu vois, en fonction de la stack technique qu'utilisent un de tes clients, tu vois, si tu as envie de détecter, je prends vraiment, il y a des agences en SEO, tu sais, ils font tourner des SEMrush et ils veulent faire des analyses rapides des entreprises pour avoir cette analyse-là et ensuite faire du mail personnalisé à, par exemple, celles qui ont des mauvaises analyses. Typiquement, ben ça coûte beaucoup d'argent d'avoir des outils comme SEO, Oui. Comme SEMrush. C'est un exemple. SEMrush plus la donnée de l'API SEMrush potentiellement qu'il faut aller exploiter et qui coûte de l'argent. Exactement. Donc en fait, ça Okay. dépend des signaux d'achat que vous voulez aller capter. Mais autre exemple, si vous voulez aller, votre business est beaucoup plus grand compte, appel d'offres, il faut aller capter ces appels d'offres. En fait, ça se fait avec d'autres signaux, enfin, pardon, avec d'autres outils. Donc en fait, en fonction de la data que vous voulez aller choper et des use cases, on va dire, un peu, enfin, des signaux, ben, ça va coûter de plus en plus cher. Voilà, Ok. Intéressant. Donc l'une des grosses variables au final aussi dans la stack, c'est pas tant les outils que la donnée, le volume de données dont tu as besoin, la complexité à accéder à cette donnée qui du coup nécessite des outils qui sont parfois onéreux. Bien noté. Dans tout ça, l'IA, ça a un impact sur tout type de boîte et notamment sur les agences aujourd'hui qui doivent évoluer forcément à la fois dans la manière dont elles fonctionnent, mais aussi peut-être repositionner leur valeur un peu différemment. On est moins, enfin, globalement, l'exécution est de plus en plus accessible, c'est-à-dire faire les choses. On peut maintenant parler, enfin, on peut créer un site sur Lovable en parlant à Lovable, quoi, globalement. On peut créer une architecture email en parlant à Mailpool. Comment tu vois, toi, que ce soit Upscale ou en tout cas globalement les agences d'acquisition de grosses, d'outbound, évoluer dans le temps? Comment vous positionnez par rapport à ça? Ben, en tout cas, les agences, c'est sûr qu'elles doivent. En tout cas, si on parle vraiment des agences, le but, c'est toujours un peu de délivrer, enfin, d'utiliser l'IA pour délivrer toujours
plus rapidement et de manière plus qualitative. Donc, ce qui te permet peut-être aussi de ne pas devoir déléguer comme tu devais parce que, tu vois, ça coûte de l'argent peut-être de recruter quelqu'un pour faire du copy des bases de données, etc. Peut-être qu'à l'époque, là où tu avais, je sais pas moi, un head of grosse qui pouvait manager 5 clients, peut-être qu'aujourd'hui, en fait, grâce à l'IA, la même personne en manager 10, 15. Voilà, après, ça peut être un peu plus complexe, mais en gros, le sujet, c'est juste de se dire, tu fais la même chose, mais du coup, tu peux absorber plus de volume, tu vas plus vite, et du coup, c'est un coût, c'est plus de ROI. Donc, euh, pour les agences, il y a cette partie-là, vraiment en coût interne. Après, en termes de delivery, tu vois, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on ne pouvait pas faire avant l'IA, c'est qu'on a mis en place un ERP qu'on a développé avec l'IA, où en fait, typiquement, à chaque fois qu'on onboard un client, il fait tout l'onboarding dessus. Nous, ça nous permet aussi, ensuite, une fois que c'est lancé, de connecter toutes les réponses, que ce soit mail, que ce soit LinkedIn, sur notre ERP. Nous, notre SDR qui va répondre à toutes les réponses des prospects, il va pouvoir aussi avoir en tout cas, on va pouvoir faire des reporting, de l'analyse sur les types de réponses. Donc, en fait, on a aussi de la data à donner à nos clients. Donc, tu vois, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui nous permet aussi d'être super rapide. J'essaye en même temps de réfléchir à tous les use cases qu'on peut mettre en place, mais voilà, c'est typiquement, tu vois, des choses qui coûtaient très cher à l'époque. Maintenant, il y a une barrière à l'entrée qui a tellement diminué. Un exemple, je ne sais pas si tu as vu 20, ça te parle le CRM qui est sorti ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, juste via API, en fait, tu peux sortir un CRM qui est vraiment digne d'un HubSpot avec à peu près tout ce que tu peux faire d'un CRM. Et en fait, nous, on s'est même posé la question à un moment donné, est-ce que en fait, juste avec une API, si c'est bien structuré, est-ce que tu pourrais pas ouvrir un CRM gratuit à tous nos clients? Et tu vois, c'est ce type de prestation que tu peux proposer quasiment gratuitement et sans effort que tu ne pouvais pas faire avant. Donc en fait, c'est juste se poser la question, comment l'IA peut nous permettre d'aller plus vite, mais aussi d'upgrade un peu notre niveau. D'aller plus loin dans ce que vous faites. Ouais. Et puis après, probablement aussi que comme dans l'exécution, vous pouvez aller un peu plus loin par rapport à ce que vous faisiez avant, mais aussi du coup, ça vous oblige probablement à ce qu'a une agence VS quelqu'un qui se lance, qui a jamais fait de prospection, c'est aussi comment vous arrivez à valoriser toute l'expertise que vous avez acquise depuis X années et vous avez vu passer un paquet de campagnes qui ont réussi, qui n'ont pas fonctionné. Vous avez dû parler de skills que vous aviez créés. Donc, comment l'IA potentiellement vous permet aussi d'incorporer cette connaissance-là dans vos process. T'imagines avec Antoine, on a eu plus de 80 clients en 2 ans. Sur chaque client, tu sais, on a au moins 3 mois d'accompagnement et pour chaque mois, il y a au moins 5 campagnes d'itération possibles. Donc, ça ferait 15 campagnes par client fois 80. Bon, je n'ai pas les chiffres, mais tu imagines le nombre de campagnes de tests avec les rapports qu'on lui donne, le taux de réponse, etc. Enfin, en fait, c'est une mine d'or. Et donc, je ne dis pas que je sais exactement la même chose. On ne peut jamais prévoir à l'avance. Mais à 90%, moi, si tu me donnes ton business, je peux te dire ce qui va marcher rapidement. En fait, même quand on lance, en 2 semaines, je peux te dire, en fait, on passe à autre chose très rapidement pour itérer. Parce qu'à la fin, voilà, c'est toujours trouver la combinaison qui va marcher, c'est itérer plus vite. Et ça, sans l'IA, on ne pouvait pas le faire avant, quoi. Ok, bien intéressant. Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, des choses l'objectif principal, encore une fois, c'est d'aider les gens à se rendre compte des promesses, des fausses promesses, des vraies promesses de l'IA, là où ça a de l'impact, là où ça en a moins pour le moment. Encore une fois, on ne dit pas que demain, on n'ira pas encore plus loin et on voit déjà des choses de dingue avec l'IA. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus, des choses qui tu trouves intéressantes de partager? Là, comme ça, j'ai pas. Laisse-moi réfléchir. De quoi, sur l'impact que va avoir l'IA ou non, c'est juste sur un sujet IA, sales Ouais, ou l'avenir de la prospection de demain, c'est... Non, désolé, j'ai pas le mot de la fin, je suis pas bon là sur ça. Et alors, du coup, non, t'inquiète, du coup, peut-être une personne, tu vois, dont tu trouves que l'expertise est intéressante sur ces sujets-là, que tu recommanderais d'aller interviewer demain si je dois aller Ouais. discuter avec quelqu'un, ce serait qui? Là, j'en ai plein, même si vous voulez bosser avec d'autres agences et tout. Ce qui est bien, en plus, j'adore la communauté Outbound, j'ai l'impression d'être tous des copains. Mais des experts, j'en ai plein. J'en ai 2 qui me viennent en tête. Louis Delu, un super expert, et Jérôme Rossa aussi, hyper pointu, technique. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ces 2 personnes-là, mais je pourrais en citer des dizaines,
c'est que j'aime bien, ils ont un peu la même pensée que moi sur le fait que voilà, ils vont pas vous vendre du rêve et c'est vraiment ils connaissent vraiment la prospection. Ça fait des années qu'ils prospectent et donc allez voir leur contenu un peu, ce qu'ils font. Et voilà, en tout cas, il y a aussi en termes de, parce que là on parle que d'outbound, mais en termes de d'inbound, celle que aussi je trouve qui perd super, c'est Roxane. Je sais pas si tu vois un peu passer, Ouais, ouais. qui bosse pas mal aussi avec Lemnis, mais avec tous ses posts LinkedIn, en tout cas, ça perf. En tout cas, moi, c'est un des profils outbound, si ce n'est le plus, qui je trouve qui gère le mieux le côté inbound via ses posts LinkedIn qui ramènent un tas de rendez-vous. Quand on dit ça marche plus LinkedIn, le reach ABC, elle Ouais, bombarde. Donc carrément. aussi, vous pouvez vous inspirer parce que voilà, on parle d'outbound, de prospection partant de zéro, mais typiquement, elle, son levier numéro un, c'est LinkedIn et ça aide beaucoup, quoi. Donc, Oui. Oui, en fait, peut-être le mot pour la fin, c'est qu'on a beaucoup parlé de prospection pour aujourd'hui, mais du coup, je pense que c'est important de l'avoir en tête. La prospection s'intègre parfois dans un système d'acquisition, et d'ailleurs quasiment tout le temps dans un système d'acquisition qui ne peut pas performer indépendamment parfois d'autres canaux ou d'autres piliers importants. Voilà, et là, typiquement, tu parles de Roxane, mais finalement, Roxane qui mélange l'inbound et l'outbound à merveille, en tout cas, donc bien intéressant. vous mettez Ok, Roxy Outbound, je crois que c'est. bah, Mais je vais essayer enfin, on s'est croisé à l'étranger notamment, et donc je vais essayer de la voir. Je lui enverrai un tu petit l'avais message. croisé, tu l'avais croisé où? J'étais en Afrique du Sud il y a un an, et donc on y était aussi. Je t'ai dit que j'ai passé 6 mois à Cape Town ou pas? Ben, tu y étais quand, Hugo? Parce que je l'ai croisé aussi à Cape Town il y a, je sais plus, janvier jusqu'à, enfin, janvier 2000, pardon, octobre 2025 jusqu'à mars, avril, mai 2026. Eh ben, ouais, moi je suis rentré en mai 2025, donc on aurait pu se croiser. On a dû peut-être se croiser, mais je me suis rencontré là-bas. Mais voilà, Cape Town aussi, pour ceux qui veulent y aller, incroyable. Ouais, carrément, carrément, c'est un pays magnifique et après, voilà, j'invite en dehors du tourisme aussi d'aller découvrir ce pays magnifique, carrément. Eh ben, merci Vincent, c'était un plaisir de t'avoir de nouveau sur cet échange et puis on peut te suivre sur LinkedIn, j'imagine. Tu as d'autres endroits si on veut te contacter? LinkedIn, si vous avez des questions, il y a mon Calendly. Ou alors up-scale.fr, c'est notre site si vous voulez voir un peu ce qu'on fait, mais on y partage tous nos use cases. Mais sinon, ah oui, pour ceux qui veulent vraiment aller loin je sais que ça peut fasciner, c'est peut-être plus les grosses, mais en tout cas, voir concrètement comment on bosse, il y a mon associé Antoine Guinet qui a une newsletter et qui a un YouTube. Et lui, alors, c'est full concret. Il partage son écran pendant 1 heure, il t'explique exactement comment on fait. Donc vous pouvez taper sur YouTube Antoine Guinet, Ok. G-U-I-N. Eh ben, on mettra votre site, chaîne YouTube, lien vers la newsletter et vos LinkedIn perso dans la description. Allez, merci Vincent, à plus. Trop cool, ciao.